J'ai déjà présenté de nombreux problèmes sur cette chaîne, stratégiques comme tactiques. Comme je le dis très souvent et ne le répéterai jamais assez, les meilleurs problèmes sont ceux dont on ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Avez-vous sous les yeux une position de nature tactique pour laquelle il convient de gagner du matériel? Ou est-ce une position où il n'y a rien de concret à faire dans l'immédiat et il convient simplement d'améliorer la position d'une pièce? Ça, c'est à vous d'en juger. Sur l'échiquier, il n'y aura personne pour vous le dire. Et c'est pour cela que je refuse de travailler avec des bouquins qui ne font que l'un ou l'autre, au profit de traités qui mélangent tout en nous laissant deviner systématiquement de quoi il en retourne. Sur l'échiquier, votre cerveau doit apprendre à alterner souplement les phases où il vous faut trouver une séquence de coups concrète et celles où il vous faut rester en alerte sur les tactiques, soit pour gagner du matériel, soit pour éviter d'en perdre. Finalement, comme déjà expliqué dans ma vidéo méthodologique Échec, prise, menace, les signaux forts et faibles, alignement et prise vous mettront souvent sur la voie de la nature de la position, mais parfois des séquences de coups forcés et des combinaisons tactiques ne mèneront finalement qu'à un avantage positionnel, et le but sera de le comprendre. Parfois, à l'inverse, de longues manœuvres stratégiques n'auront pour but que de créer la situation propice à une séquence tactique menant à un avantage matériel. La position que vous avez sous les yeux est très au blanc et constitue l'un des problèmes du jour. Mettez la vidéo en pause, prenez au moins 15 minutes si vous en avez le courage, et essayez de trouver le meilleur coup. Comme d'habitude, je considère que vous l'avez fait, et je vais maintenant passer à la correction. J'ai probablement dû passer entre 20 minutes et une demi-heure sur ce problème, et pourtant je ne l'ai pas résolu. Pas plus d'ailleurs que les grands maîtres qui ont atteint cette position, qui ont tous joué cavalier prend e7, qui n'est pas la solution. En effet, après le simple cavalier prend e7, cavalier prend e7, h6, on parvient certes à affaiblir les cases noires, mais sans pouvoir y entrer car les noirs contre-attaquent immédiatement par f6. Maintenant, après le départ du fou, les noirs pourront à volonté, s'ils le souhaitent, déjà bouger leur pion G pour essayer de colmater quelque peu leurs cases. D'ailleurs, après fou e3, encore plus forte est la continuation choisie par Alexander Chabalov, b3, introduisant un double sacrifice de destruction de la sécurité du roi blanc, car après A prend b3, suit tour prend d3, et la dame noire rentre avec fracas en c2. Sur roi a2 suivrait a4, et sur roi a1, les noirs récupèrent simplement le pion en continuant avec de multiples menaces, dont tour c2. Bien sûr, on peut aussi songer à échanger le fou g5 contre le cavalier d5 en prenant, pour éventuellement enchaîner par dame e4 avec des idées d'attaque en h7, mais après g6, la position des noirs est en fait très solide. Ici, l'apparemment très actif d6 se heurterait à dame c5, tout simplement. Ce qui est intéressant avec les problèmes que vous avez échoué à résoudre, c'est ce qu'ils vous apportent philosophiquement à corriger sur votre jeu, sur votre manière de réfléchir ou de calculer. Ici, en voyant cette position, je me suis dit, et à juste titre, c'est une situation tactique. Il y a des prises dans tous les sens, des alignements à n'en plus finir, les deux rois ont roqué sur des ailes opposées, c'est un jeu d'attaque. Et il est évidemment parfaitement logique et même souhaitable de commencer les calculs par pion prend d5 ou fou prend e7 et cavalier prend e7. Mais dans le dicton échec, prise, menace, n'oubliez pas qu'il existe une gamme de coups assez large qui sont inclus en tant que menace. Vous faites par définition une menace lorsque vous jouez un coup de telle sorte que si vous aviez un deuxième coup à jouer dans la foulée, vous gagneriez du matériel. Si la position était en fait très au noir et que les blancs venaient juste de jouer le coup pion e4, alors par leur dernier coup, les blancs ne menaceraient pas de prendre le cavalier en d5. En effet, si les blancs venaient de jouer e4 et qu'ils pouvaient enchaîner par pion prend d5, ils ne gagneraient pas de matériel puisque les noirs se vengeraient par fou prend g5. Par conséquent, si les blancs solutionnent le problème de leur fou en g5, alors ils constituent la menace e prend d5. Essayez donc de résoudre à nouveau le problème en prenant 10 minutes sous l'angle de vue suivant. Comment les blancs peuvent-ils résoudre le problème de leur fou en g5 en créant dans le camp des noirs une menace de plus qu'ils ne peuvent en résoudre? Je vous laisse quelques secondes pour mettre en pause, et je passe maintenant à la solution. Le meilleur coup était ici le très tranquille fou h4. Un coup tactique à l'allure pourtant stratégique. La pression sur la case e7 est maintenue, mais maintenant les blancs menacent en plus de gagner le cavalier en d5, car le fou est défendu. Si le cavalier bouge, le fou tombe, mais si fou prend h4, alors après dame prend h4, le cavalier est à nouveau menacé et suivra cavalier e7 fourchette, sauf si cavalier f6, après quoi h6 achève de démanteler la position des noirs. Alors, ce problème était-il dur?
Et quelle philosophie peut-on en tirer? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire un problème dur? Pour beaucoup de joueurs, un problème dur, c'est un problème qui implique de calculer un grand nombre de variantes, ou d'aller très loin dans le calcul. Certains vous diront qu'un problème est dur s'il faut jouer 8, 10, 12 coups. D'autres vous diront qu'un problème est dur s'il y a beaucoup de petites variantes à calculer, même si ça va pas forcément aller chercher très loin dans les coups. Est-ce qu'on peut pourtant dire que ce problème se situe dans l'un de ces deux cas? Après fou h4, il y a en fait 3 fois rien à calculer. Soit les noirs jouent fou prend suivi de cavalier f6, soit les noirs jouent immédiatement cavalier f6 et après h6, g6. Les blancs ont déjà gagné stratégiquement sur case noire en échangeant e7 et en clouant par tour f1, mais si l'on poussait le calcul encore un peu plus loin, on pourrait aller jusqu'au gain matériel. Ce qui rend fou h4 difficile à trouver, ça n'est non pas la multitude de variantes à calculer, ni la profondeur de celle-ci, c'est la variété des coups candidats qu'on envisage sous l'angle de menace. En situation tactique, on a plutôt tendance à penser à des idées très agressives, des attaques directes, des prises. Les coups souples, les coups silencieux sont beaucoup plus délicats à envisager sous l'angle de menace. Pourtant, du strict point de vue de la définition, fou h4 est pourtant bien une menace au sens propre, puisque l'on veut maintenant s'emparer du cavalier d5 sans contrepartie matérielle. Fou h4 est un coup de repositionnement à l'allure stratégique, mais pourtant bien tactique, dans une position tout à fait tactique. Ce problème m'invite ainsi à corriger un biais cognitif de mon cerveau. En situation tactique, mon cerveau occulte certaines menaces si elles ont une allure quelque peu stratégique. C'est bien sûr un travers assez commun et il suffit de l'identifier et de s'efforcer de le corriger avec des problèmes adaptés. Cette position est extraite de l'une de mes parties contre le maître international Tom de Cuinière joué à l'Open de Cambrai cette année. Ici, Tom joue cavalier d5, attaquant mon fou. Que devrais-je jouer? Choisissez votre prochain coup avec beaucoup de soin. Je pars du principe que vous avez mis en pause le temps nécessaire et je passe maintenant à la solution. Cette position est un peu à l'opposé de la précédente. Elle a une allure faussement stratégique cette fois-ci. Il y a certes quelques alignements et temporairement des attaques de pièces mineures, mais on pourrait facilement penser, et à tort, qu'après un coup comme fou d2, suivant le principe habituel de la focale sur le cavalier, les blancs garderaient un bon avantage stratégique avec leur cavalier en e5, leur avantage d'espace et s'apprêtent à faire grand roc. C'est précisément ce que j'ai joué, un peu à la hâte je dois dire, et j'ai très amèrement regretté mon choix beaucoup trop précipité sur le coup de Tom, que je vous laisse à nouveau chercher. Mettez la vidéo en pause, les noirs jouent et gagnent. À nouveau, je passe à la solution. Ici Tom a joué le très fort cavalier b4. Un très joli coup, cette fois à l'allure tactique, au service d'une mission stratégique. Sur l'évident C prend b4 aurait suivi fou prend e5 jouant sur le clouage, et après fou c3 pour défendre, on constate que les blancs restent avec des ruines. Pion doublé, pion isolé, case faible en d5 avant-poste pour le cavalier. Les blancs sont stratégiquement proches de l'abandon. Déjà dépité par ma position, j'ai joué dame e4, laissant alors Tom placer la très jolie combinaison fou prend e5, d prend e5, cavalier d3, roi e2 et cavalier prend f2, abandon. Après la partie, Tom me dira que cavalier b4 était en fait une prépa à lui et qu'il n'avait pas à réfléchir pour jouer le coup parce qu'il le connaissait déjà. En fait, je pense que prépa ou non, peu importe, on peut trouver cavalier b4 sur l'échiquier. J'ai tout simplement gravement manqué de vigilance et en étant un peu plus attentif, on voit déjà des signaux faibles dans la position. Une prise, un alignement, la dame en d3 n'est pas défendue. Cavalier b4 est une menace directe et j'aurais dû considérer le coup. Ce qui se passe, c'est qu'à l'inverse de la première situation que je vous ai exposée dans la vidéo, à l'inverse du premier problème, on est plutôt ici dans une position qui nous inspire de la stratégie. Et on occulte les coups tactiques cette fois-ci, c'est l'inverse. Mon sens du danger n'était pas en alerte parce que j'estimais inconsciemment que la position était fondamentalement stratégique. Ce que je retire de fondamental, de philosophique sur les deux exemples que je vous ai montrés aujourd'hui, c'est que tactique et stratégie s'entremêlent tout au long d'une partie de manière continue, sans rupture bien définie. Et parfois l'un est au service de l'autre, parfois l'autre est au service de l'un. Vous devez toujours rester vigilant sur les deux aspects, tactiques comme stratégiques.
Peu importe la nature de la position, vous ne devez pas perdre la rigueur de votre calcul. Les échecs, prises et menaces se calculent en toutes circonstances. Pour les plus curieux, le meilleur coup était en fait ici Dame F3, notamment parce que contrairement aux apparences, après cavalier prend F4, Dame prend F4, F6, les noirs ne gagnent pas une pièce. On pourrait le penser de prime abord, mais après Dame G4, les blancs vont récupérer 2 pions pour la pièce en affaiblissant gravement et définitivement la sécurité du roi noir. Pion prend, Dame prend G7, tour F8, pion prend E5, avec tempo, et après le départ du fou, les blancs peuvent continuer avec cavalier H5, et ce sont en fait les noirs qui sont en grave danger de mort. Pour finir, je tiens à nouveau à remercier très chaleureusement mes généreux donateurs du mois, Laurent, Pascal et Saïf, dont les types mensuels m'ont invité à vouloir m'investir plus fermement sur cette chaîne en vous sortant 2 vidéos par mois. Je remercie encore tous ceux qui m'ont fait des dons ponctuels par le passé et que Tipeee a éventuellement retiré de la liste, parce que Tipeee actualise et archive constamment ses notifications. Il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont fait un don le mois passé que j'aurais aimé remercier aussi. Si vous continuez à poursuivre un tel soutien mensuel pour cette chaîne, alors j'entrevois de sortir jusqu'à 3 et pourquoi pas 4 vidéos par mois. Je suis déjà depuis 2 semaines au moment de la sortie de cette vidéo sur l'écriture de la prochaine vidéo. Et il s'agira cette fois-ci d'une vidéo engagée sur les problématiques de la communauté échiquéenne. Bien sûr, toujours dans l'esprit fondamental de cette chaîne qui vise à vous faire progresser. Il y a somme toute bien des travers que nous devons corriger bien au-delà de l'échiquier. On ne devient pas seulement un meilleur joueur d'échecs, ni un meilleur joueur de quoi que ce soit d'ailleurs, sans avoir, en dehors de l'échiquier, une hygiène de vie appropriée. Aux échecs, il ne s'agit pas seulement de l'hygiène de vie, mais de l'hygiène mentale. Un sportif qui ne se nourrit pas correctement et qui mange n'importe quoi verra évidemment ses performances se dégrader, et ce même s'il suit un entraînement drastique. De même, un joueur d'échecs qui regarde du contenu inapproprié, voire abrutissant, verra évidemment ses performances se dégrader, et ce même s'il s'investit à fond sur l'échiquier au moment où il joue. Il est grand temps de dire haut et fort ce qu'une minorité silencieuse mais pourtant bien consciente des problèmes pense tout bas. Et dans la prochaine vidéo, je m'en chargerai, peu importe les conséquences que ça aura pour cette chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo.